a parlé d'un certain nombre de programmes pour devenir net zéro carbone en 2040, water positive et consommant uniquement de l'énergie renewable. Tous ces programmes reposent sur des technos, comme vous vous en doutez, et on a voulu faire cet après-midi mettre l'emphase sur 2 ou 3 technos majeurs. Et c'est un petit peu ce qui va dérouler pour la suite de l'après-midi. Et en première techno, évidemment, on en parle tout le temps aujourd'hui, ça va être l'objet de la première présentation et de notre premier témoignage client. Et donc, comme techno, ça va être qu'est-ce que l'intelligence artificielle, évidemment, apporte pour rendre nos sociétés et nos clients plus durables, plus sustainable, de réduire l'empreinte carbone. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir comme premier témoignage client la société Engie, en la personne de Mir Sarkar, qui est responsable justement d'un pôle d'innovation chez Engie, qui est assez intéressant, peut-être une petite entité, il va nous l'expliquer, composée uniquement de chercheurs, je crois entre 500 et 1000 chercheurs, essentiellement des labs, qui vont travailler en termes d'innovation pour voir comment l'intelligence artificielle permet de développer de nouvelles solutions transverses au service de tout le groupe Engie et adressant un certain nombre de besoins métiers autour de l'optimisation smart green, du green grass. Mir, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, ravi d'être là et merci de votre présence. Alors je vais vous parler de l'IA au service de la transition énergétique à travers des cas d'usage qu'on a développés chez Engie Recherche et Innovation, qui est justement le centre de recherche de nouvelles technologies, qui inclut à la fois des technologies digitales, mais aussi de nouvelles technologies au service du gaz ou de la transition électrique. Donc je vais vous parler un petit peu du groupe et de l'entité dans laquelle je me trouve. Et c'est intéressant parce que ça fait une transition un peu avec le discours de Kevin Miller sur la convergence entre les activités d'IA et de cloud avec l'énergie. Donc une société comme AWS qui se met dans la production d'énergie également. Alors quelques mots sur Engie. Engie est une entreprise à mission avec une raison d'être qui est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone à travers des solutions qui sont plus durables et respectueuses de l'environnement et plus sobres en consommation énergétique. Et donc, aujourd'hui, on est un groupe d'environ 100 000 personnes qui sont dans une trentaine de pays, avec des activités autour de 4 pôles que je vais décrire. Et ces pôles, aujourd'hui, sont notamment autour des énergies renouvelables, donc autour de la génération d'électricité par de l'hydro, par du solaire, par de l'éolien onshore et offshore. Donc ça, c'est le premier pôle, une GBU qui s'appelle renouvelable. Un deuxième pôle qui est autour des activités historiques d'Engie, autour du transport et de la distribution de gaz, qui vient s'augmenter aujourd'hui avec des activités de production de gaz vert, notamment du biogaz, de l'hydrogène, et donc le transport, la distribution et le stockage de ces nouveaux types de gaz. Un troisième pôle autour de la génération flexible d'énergie, qui était anciennement la génération thermique d'énergie à travers, donc, historiquement, de charbon et puis plus récemment de gaz, mais aussi avec, donc on continue des activités autour de transformation de gaz naturel à travers des turbines vers de l'électricité, mais aussi du stockage avec des nouveaux sites de stockage de batteries, par exemple, dont je vais vous parler, où l'IA peut apporter vraiment de l'optimisation. Associé à cette GBU, donc FlexGen, on a aussi des activités de retail, donc B2C, tout ce qui est les activités aux particuliers que Engie peut avoir dans différents pays d'Europe, notamment la France et la Belgique. Et puis une quatrième GBU autour des solutions énergétiques qui, là, s'appuie plus sur la consommation énergétique de nos différents types de clients. Donc pas le B2C, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais des clients B2B, qui consomment, donc les data centers par exemple, ça peut être un type de client, une topologie de client, mais tout ce qui est aussi territoire où il peut y avoir des réseaux de chaud et de froid qui peuvent être une source d'énergie qui est bas carbone, donc dans la ville de Paris par exemple ou au Moyen-Orient. On a aussi des sites de production d'énergie on-site, donc pour des grands industriels, par exemple des verriers ou des aciéries par exemple.
ou des data centers, et puis tout ce qui est performance énergétique et gestion de l'énergie pour des gestionnaires de bâtiments, gestionnaires de bâtiments tertiaires ou autres. Et donc, voilà, c'est un pôle qui est un petit peu différent des autres dans la mesure où on s'intéresse plus à la consommation énergétique qu'à la production d'énergie et l'accompagnement dans cette 4e GBU des trajectoires zéro carbone de grands comptes, de grands clients qui peuvent avoir des trajectoires net zéro d'ici 2040, 2045 ou 2050. Tout ça autour des activités de trading d'énergie, donc qu'on appelle GEMS, et qui viennent prendre les différents actifs de ces GBU pour harmoniser tout ça et produire vers le grid et assurer les opérations d'Engie. Donc aujourd'hui, sur tous ces axes, on a des objectifs de croissance assez importants d'ici 2030, qui vont soutenir justement les activités qu'on peut avoir avec des assets qui sont en croissance, donc soit organiques, soit par acquisition, et des opérations et des process qui ne peuvent bénéficier que de la digitalisation et de l'IA pour supporter justement cette croissance d'activité sur ces différents secteurs. Donc aujourd'hui, on se rend compte au sein d'Engie et au sein de la société en général qu'on n'a plus de temps à perdre. On est tous conscients des challenges liés à la transition énergétique, au changement climatique. Et tous les jours sont importants parce qu'on se rend compte que le budget carbone qu'on a pour atteindre les objectifs des accords de Paris, donc une croissance de la température moyenne par rapport à une baseline pré-industrielle de 1,5 degré d'ici 2100, on a quasiment épuisé le budget carbone qui nous est alloué pour atteindre cet objectif. Donc on est plus à des objectifs de 2 ou 2,5 degrés, peut-être voire plus si on ne change pas notre trajectoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des impacts croissants sur tout notre environnement, l'environnement écologique, social, environnemental, etc. Et ce n'est pas des impacts qui sont linéaires, c'est-à-dire que si on a une croissance de température qui est plus importante que ce qu'on avait estimé, l'impact sur la biodiversité, par exemple, sera considérable. Et donc, il faut qu'on démarre dès maintenant à assurer cette transition énergétique, bas carbone et de défossilisation de notre économie. Et donc chez Engie, le rôle qu'on peut jouer en tant que producteur d'énergie, qui est une des activités qui émet le plus de carbone, bien sûr, parce qu'on est parti de loin, on est parti de sources fossiles. Aujourd'hui, on essaie d'avoir des sources renouvelables. Et donc, on a une trajectoire net zéro d'ici 2045 sur tous nos scopes et on essaye de justement supporter ces activités par de la digitalisation et des applications IA qui permettent de réduire notre dépendance sur des sources fossiles et de s'appuyer sur le mix d'énergie renouvelable dans notre contribution aux sources énergétiques. Et donc, pour ce faire, on se base sur plusieurs piliers, dont les 2 piliers du bas, qui sont d'une part une électrification massive des activités. Et donc ça, c'est un peu la trajectoire globale qu'on peut observer au niveau des différentes nations, gouvernements et au niveau privé également. Mais on se rend compte que pour 2 raisons, on ne pourra pas forcément tout électrifier d'ici 2045 ou 2050. D'une part parce que les matières premières nécessaires pour électrifier toutes les activités, par exemple la disponibilité de cuivre pour transporter toute l'électricité nécessaire à nos activités économiques ne sera pas suffisante dans les 30 prochaines années, sachant qu'il faut entre 20 et 30 ans pour ouvrir une nouvelle mine qui pourrait apporter ces nouvelles matières premières. Mais il s'agit aussi d'autres matières qui pourraient être utiles à des sites de stockage de batteries, par exemple. Et puis l'autre raison, c'est que certaines activités industrielles nécessitent par exemple de hautes températures, tout ce qui est aciérie, verrerie, etc., où il faut des chaudières qui aujourd'hui bénéficient d'une technologie qui est liée au gaz et on ne pourra pas tout de suite, en tout cas, électrifier ce genre d'activité. Et donc l'autre pôle sur lequel on base notre croissance est sur la molécule, donc c'est vraiment l'alliance de l'électron et de la molécule. Et ici, la molécule, pour nous, c'est le gaz vert, c'est-à-dire l'hydrogène, les e-fuels et le biogaz, par exemple. Et tout ça, donc ces 2 pôles, doivent s'accompagner d'une sobriété énergétique au niveau de la consommation, d'une efficacité énergétique de la part des équipements consommateurs de cette énergie, donc pour chauffer des bâtiments, pour assurer les activités industrielles de nos clients et en tant qu'individus également prendre conscience de ça.
Et puis tout ça s'articule grâce à une flexibilité, une gestion de la flexibilité qui est aidée par le digital, par l'IA, par les EMS, les Energy Management Systems par exemple, qui peuvent justement transitionner d'une source énergétique à une autre au moment où la consommation fait appel à ces ressources, parce qu'on ne produit pas forcément au moment où on consomme cette énergie. Donc comment est-ce qu'on articule tout ça? On l'articule grâce à des systèmes et des solutions digitales et basées sur de l'IA. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, et la raison pour laquelle, moi, dans mon rôle au sein de ENGIE Recherche et Innovation, on est passionné par ces sujets, c'est que ça apporte, il y a deux axes sur lesquels on se positionne qui sont tous les deux en essor considérable depuis plusieurs mois, plusieurs années, voire plusieurs décennies. Le premier autour de l'IA et le deuxième autour de l'énergie. Donc, c'est vraiment une intersection et une convergence de ces deux mondes. À la fois parce que l'IA est consommatrice d'énergie, de plus en plus, on le voit depuis 2 ans avec les applications autour du génératif et le besoin de créer de nouveaux data centers pour l'entraînement de nouveaux modèles et pas que pour l'inférence. Et aussi l'IA au service de la transition énergétique, c'est-à-dire qu'on peut développer des solutions qui sont basées sur de l'IA, soit de l'IA générative, soit de l'IA traditionnelle avec des modèles de machine learning plus classiques, pour supporter les objectifs de croissance et de décarbonation que je vous ai indiqués. Et donc, il y a une vraie interaction entre ces deux mondes. Et c'est pour ça que, comme l'indiquait Kevin Miller, il y a cette vraie convergence des activités industrielles d'Engie sur des data centers, par exemple, ou d'AWS sur le monde de l'énergie. Et donc, aujourd'hui, la façon dont on réfléchit au sein de Recherche et Innovation sur les cas d'usage sur lesquels on va investir, c'est avec une gestion de portefeuille qui prend en compte le cycle de vie des projets d'infrastructures énergétiques. Donc de gauche à droite, si on voit sur la ligne du haut, on voit qu'un nouveau site industriel qui produit de l'énergie, un nouveau parc, ça va commencer par du développement, du design, de la construction de ce site. Ça va ensuite se poursuivre par l'opération de ce site, par l'évaluation, l'estimation des besoins de consommation énergétique qui sont liés à cette production d'énergie, et puis toutes les activités transverses liées au CSR, ESG, à tout ce qui est Health and Safety, etc. Et donc, sur ces différents volets, nous, côté recherche et innovation, on va travailler avec différentes entités du groupe, dans les différentes GBU que je vous ai mentionnées, différentes zones géographiques également, pour essayer d'apporter des solutions IA qui permettent de supporter les ambitions de chacune de ces entités. Alors ça, ce n'est pas exhaustif dans les activités d'Engie, dans la mesure où il y a d'autres entités qui travaillent elles-mêmes sur des solutions plus matures, qui peuvent être basées sur des solutions avec lesquelles on a développé, par exemple, des logiciels ou des plateformes avec AWS, qui peuvent prendre en compte les activités d'opération de maintenance, d'optimisation de performance, à la fois sur de la maintenance prédictive ou sur de l'optimisation de production d'énergie. Et donc, je vais vous montrer quelques exemples sur lesquels on a travaillé, qui sont soit à un niveau assez amont de recherche et d'innovation sur lesquels on peut travailler avec du prototypage, du proof of concept, proof of value, ou bien de l'industrialisation et de la mise en production de solutions au sein des entités. Alors, si on prend de gauche à droite, je vais vous donner quelques exemples au niveau des cycles de vie des plateformes énergétiques qu'on peut avoir. Donc, une des premières activités qu'on va avoir, c'est d'identification de sites pour placer un nouveau parc solaire, parc éolien, parc de stockage de batteries. Et donc, une solution qu'on a développée il y a quelques temps, c'était un proof of concept sur est-ce qu'on pourrait utiliser de l'IA pour estimer au mieux une zone géographique qui serait la plus optimale au vu de certaines contraintes. Donc, par exemple, si on parle de sites de stockage de batteries, une contrainte, ça va être l'accès au réseau, à une sous-station, où il y a un nœud de réseau qui va consommer beaucoup, où il y aura une demande forte. Et ça va dépendre des géographies. En Europe, par exemple, le prix sur lequel on se base pour déverser de l'énergie sur le réseau va être fixé et relativement constant suivant une géographie. Aux États-Unis, ça va varier suivant les nœuds de réseau. Donc, il y a une vraie problématique géographique qui peut s'intégrer sur le placement de ces sous-stations et de la colocalisation de sites de stockage. Ensuite, on va regarder la proximité à des zones résidentielles, le fait qu'il y a des zones de nature qui sont réservées, etc. Et donc, voir à partir de ces différentes contraintes, est-ce qu'on peut identifier les sites qui sont les plus à même d'apporter de la valeur à long terme sur un marché qui est relativement dynamique.
Aujourd'hui, comme l'indiquait AWS, dans leur data center qui est colocalisé avec une centrale nucléaire, nous on fait un peu la même chose, c'est-à-dire que sur des centrales de production d'énergie, on va colocaliser un site de stockage de batteries. Donc c'est assez opportuniste. Mais à long terme, on se rend compte qu'une des ressources rares sur laquelle on va devoir se baser, ça va être le terrain. Et donc on essaye d'évaluer des solutions qui nous permettront d'avoir un accès à ces terrains qui soit le plus optimal possible. Un autre exemple, donc si on continue sur le cycle de vie, ça va être comment est-ce qu'on design un parc une fois qu'on a identifié un terrain en fonction de la topologie et de contraintes liées aux différentes ressources, donc le soleil par exemple, la direction du soleil, de l'irradiance, la quantité d'irradiance. Et on va essayer d'estimer la production optimale de ce parc solaire par exemple en fonction de la position, du positionnement des différents panneaux. Et donc, il y a plusieurs contraintes qu'on va prendre en compte. Par exemple, l'espacement de ces panneaux les uns avec les autres. Pour pouvoir faire passer, par exemple, des tracteurs. Il y avait une image tout à l'heure d'un tracteur qui coupait la végétation entre les parcs. Donc, en Europe, on a des terrains plus petits qu'en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud. Donc, on va avoir des contraintes un peu plus fortes et donc des tailles de tracteurs qui seront peut-être un peu plus petites ou des moyens de faire de la maintenance qui seront un peu différents. Mais aussi, il faut voir comment est-ce qu'on peut placer tous ces panneaux de façon optimale, ou bien quel est si on a 1 mètre carré de terrain, qu'est-ce qu'il vaut mieux mettre sur ce mètre carré? Est-ce qu'il vaut mieux mettre un panneau solaire, une éolienne, une batterie? Et donc, de faire ces trade-offs, ça demande des simulations qui peuvent être aidées justement par une accélération du compute avec des modèles IA. Aujourd'hui, donc sur le volet production, on a des modèles IA qui peuvent nous aider. Et on regarde également au niveau d'un territoire, sur les besoins de consommation énergétique de ce territoire. Et ces besoins de consommation vont provenir de différentes sources. Ça peut être des besoins de bâtiments d'habitation, ça peut être des bâtiments tertiaires, des bâtiments de bureaux, ça peut être des industries locales. Mais ils peuvent aussi bénéficier de sources locales d'énergie, qui peuvent être des éoliennes, qui peuvent être des sources de chaleur fatale qui proviennent d'une industrie locale ou d'un data center, par exemple, qui produisent de la chaleur qui peuvent être réutilisées, par exemple, sur un réseau de chaud pour chauffer des bâtiments avoisinants. Et donc, d'essayer de faire des simulations, de pouvoir prendre en compte ces différents postes de consommateurs d'énergie et producteurs d'énergie pour optimiser au mieux, en cycle fermé, ces besoins énergétiques. Donc ça, c'est une démonstration qu'on avait à Vivatech sur une plateforme un petit peu, qu'on essaye aussi de mettre en place de façon digitale avec des modèles IA derrière pour estimer au mieux la consommation énergétique de ces différents postes, donc de bâtiments notamment, qui est assez compliqué à avoir parce que c'est énormément de bâtiments sur plein de territoires différents sur lesquels on essaye de développer ces réseaux de chaud et de froid. Et donc voilà, on a une phase de prototypage avec ces développeurs qui permettent justement d'intégrer des discussions avec les territoires, avec les parties prenantes, les politiques locales, etc., pour arriver à ces solutions. Alors si on continue sur le cycle de vie, on a parlé de consommation, de forecasting, donc de prévision de consommation. Il y a aussi la prévision de production. Et donc, par exemple, on avait eu il y a quelques années des projets avec un type de client qui était des universités. Donc, si on prend des universités, par exemple, aux États-Unis, c'est souvent de grands campus qui sont quasiment comme des petites villes. Ça peut être 100 000, 150 000 personnes sur un territoire, avec des besoins énergétiques considérables. Il y a plusieurs stades, il y a des labos de recherche, il y a des dortoirs, etc. Et donc, essayer d'estimer ces besoins de consommation, pouvoir faire fluctuer les besoins de consommation en fonction de ce qui est disponible sur le réseau, en fonction des contraintes météorologiques, par exemple. S'il y a un pic de consommation, on va faire en sorte qu'on va essayer de réduire la demande énergétique en réduisant de 1 ou 2 degrés la température des dortoirs, par exemple, ou d'éteindre la consommation énergétique des laboratoires pendant le week-end s'il n'y a personne qui les utilise. Donc, essayer de trouver des solutions qui permettent à la fois de mesurer une baseline de consommation, pour pouvoir prédire les besoins de consommation, pour pouvoir anticiper les pics de consommation et puis allumer une centrale locale, par exemple, de production d'énergie pour compenser ce pic ou réduire la demande. Et puis, à long terme, accompagner ces clients, ce type de clients, sur leur transition zéro carbone pour se dire que dans 10 ou 15 ans, quand ils ont un objectif de net zéro, comment est-ce qu'on peut arriver à cet objectif en les accompagnant sur ces technologies qui sont distribuées digitales et IA. Alors, sur la partie opération et maintenance, maintenant, je vais montrer un exemple qui est un peu différent, dans la mesure où on utilise des drones et des robots pour essayer de faire de l'inspection visuelle de parcs solaires.
Donc aujourd'hui, on a un prototype où on a un robot qu'on a déployé pour tester sur des parcs solaires. La navigation de ce robot utilise de l'IA. Alors on ne peut pas utiliser du GPS aujourd'hui parce que les panneaux se ressemblent tous, la proximité des panneaux fait que la résolution du GPS n'est pas suffisante, et donc il faut de la vision par ordinateur, de la computer vision, avec de l'IA pour naviguer dans ces parcs et identifier des objets comme les numéros de série, comme des cassures, comme la végétation qui met de l'ombre sur les panneaux solaires, etc. Et donc on fait une capture d'image et ensuite un traitement d'image sur une plateforme globale au niveau d'Engie qui permet justement d'analyser la sous-performance, la sous-production liée à différentes causes sur ces panneaux solaires. Voilà, ça peut être des brisures, ça peut être de la végétation, et donc on teste à la fois la partie navigation et la partie analyse d'image par la suite. De la même manière, on utilise des drones qui viennent en complément donc, de robots sur le sol, et là c'est le cas de Wind Onshore, pour identifier les défauts qu'il peut y avoir sur des pales d'éoliennes. Donc on utilise des drones du marché avec des loads, des caméras qui sont propres à nos développements pour capturer des images thermiques, des images visuelles et faire de l'analyse ensuite offline de ces images. Alors, ce qui est important dans ces drones qui font de la navigation autonome, c'est de se positionner de façon standardisée auprès de toutes les pales pour que les images puissent ensuite être traitées de façon avec un algorithme qui traite la big data et que toutes les images puissent être traitées de la même manière. Il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, j'étais au Chili où on a des lignes de transmission haute tension, où on a des activités assez similaires qui sont d'utiliser des drones pour capturer justement des images, faire de l'inspection visuelle et identifier des défauts qu'il pourrait y avoir sur des lignes qui font des centaines, voire des milliers de kilomètres sur des grands territoires. Et donc, que ce soit sur de l'éolien offshore, des lignes de transmission, sur du solaire, etc., sur tout ce genre d'assets, l'imagerie par drone peut apporter de la valeur sur l'optimisation à la fois de la production, en réduisant la sous-performance, et aussi de la maintenance à travers justement l'identification d'anomalies, de défauts. Un autre exemple autour de la maintenance prédictive, ça c'est un exemple qu'on avait il y a quelques années avec AWS justement, où on avait utilisé une infrastructure sur le data lake que AWS a développé avec Engie, qui s'appelle le Common Data Hub, où toutes les données des différents sites d'énergie thermique, donc de centrales thermiques, étaient déversées. Et on utilisait justement des données de capteurs pour essayer d'identifier les trajectoires d'anomalies ou de défauts, ou la façon dont les équipements allaient évoluer dans le temps pour pouvoir faire de la maintenance prévisionnelle. La raison pour laquelle ça devient de plus en plus important pour Engie, c'est qu'auparavant, quand ces centrales ont été développées, il fallait les allumer une fois, et puis 6 mois plus tard, on les éteignait pour faire une maintenance, et puis 1 an plus tard, 2 ans plus tard, on faisait des maintenances régulières. Aujourd'hui, ces centrales viennent en complément de l'énergie renouvelable qui est intermittent, donc soit du solaire, soit de l'éolien. Et donc, on les allume et on les éteint plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. Et ça induit un stress sur les équipements qui est différent de ce pourquoi ces équipements avaient été construits. Donc, on ne peut plus se baser uniquement sur les données constructeurs. On est obligé de faire de la maintenance, une évaluation du trending des défauts sur ces équipements. Ça peut être des vannes, ça peut être des filtres, ça peut être des pompes. Et essayer de voir comment est-ce que ces défauts évoluent dans le temps pour pouvoir ensuite faire des cycles de maintenance qui ne soient pas réactifs, mais qui soient prévisibles dans le temps pour qu'on puisse justement réduire les coûts liés à ces installations. Voilà, donc c'est quelques exemples de cas d'usage. L'idée chez nous, côté recherche et innovation, c'est de transférer, donc d'avoir un proof of concept, d'estimer la valeur sur le terrain, donc de faire des pilotes avec des prototypes, et ensuite de passer la main au business, aux entités digitales et IT pour industrialiser ces solutions et pouvoir réaliser à leur plein potentiel l'estimation de valeur qu'on aurait pu, pour laquelle on a lancé ces projets. Donc aujourd'hui, on a un portefeuille de cas d'usage côté machine learning et IA traditionnel. On a également des cas d'usage autour du génératif qui sont transverses, qui sont fonctionnels, qui essayent de développer de nouvelles solutions pour accompagner les process métiers. Et donc, voilà, on a plusieurs entités IA, data, qui travaillent ensemble au sein d'Engie, au niveau régalien, au niveau corporate et au niveau des entités. Voilà. Merci Mire.